caractère historique de la reconstitution des faits opérée par Nietzsche, la transformation des vecteurs de la représentation, qui cessant d'être des incarnations magiques, devinrent de simples symboles, a eu lieu dans la Grèce antique. S'il en est ainsi, le concept d'art lui-même a subi une transformation en Grèce, ou plutôt c'est là qu'il a commencé à se former, car ce qui l'avait précédé avait été moins un concept d'art qu'un concept de magie. Dès lors, on percevait les images comme s'opposant à une réalité dont auparavant elles avaient été censées faire partie, et il n'est nullement étonnant que la théorie platonicienne des formes illustre les deux relations à la fois. C'est parce qu'on avait fini par admettre l'existence d'une différence entre l'art et la réalité que certaines questions concernant le premier purent enfin être mises à l'ordre du jour. C'était la première fois dans l'histoire que l'art était considéré comme entretenant cette relation nouvelle au monde, qui était la même, soi-disant en passant, que celle qu'on admettait entre le langage et le monde. Cette relation sémantique entre l'art et le monde naquit probablement en même temps que la philosophie elle-même. Des pratiques artistiques avaient déjà existé en Égypte, en Mésopotamie et ailleurs, mais il n'est pas certain qu'on les ait considérées comme étant de l'art au sens actuel du terme, à savoir des représentations au sens sémantique plutôt que magique du terme. Mais dans ces pays, il n'avait pas non plus existé de véritable philosophie. En Égypte et en Mésopotamie, on ne connaissait que la science. Selon moi, l'art en tant qu'art, c'est-à-dire en tant qu'il contraste avec la réalité, s'est développé en même temps que la philosophie. Et il est possible que la question de savoir pourquoi l'art doit intéresser la philosophie va de pair avec celle de savoir pourquoi historiquement la philosophie n'est pas apparue au sein de toutes les cultures, mais à l'intérieur de quelques-unes seulement, et avant tout en Grèce et en Inde. C'est une question que nous ne saurions aborder sans définir la philosophie elle-même. Ensuite, il ne sera pas difficile de voir pourquoi l'art est par nature un sujet philosophique. Un sujet que la philosophie ne peut pas éviter, du moment, bien entendu, que les pratiques artistiques sont de l'art et pas seulement de la magie. À mon avis, la philosophie ne peut naître qu'à partir du moment où la société concernée dispose d'un concept de ce qu'est la réalité. Il est certain que tout groupe de personnes, toute culture acquiert un certain ensemble de concepts ou de croyances à travers lesquels ils définissent la réalité. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'ils disposent d'un concept de la réalité. Pour ce faire, il faut que celle-ci soit mise en contraste avec autre chose. L'apparence, l'illusion, la représentation ou l'art, opposition qui la met totalement à part et la place à distance. Selon moi, le Tractatus est à bien des égards le paradigme par excellence d'une théorie philosophique. Wittgenstein y oppose le monde à son image spéculaire dans le discours, composé de propositions qui correspondent une à une aux faits qui constituent le monde. Telle que la présente Wittgenstein, c'est une théorie pleine de problèmes et de points obscurs, mais je m'y réfère uniquement parce qu'elle illustre parfaitement la forme des théories philosophiques, et cela d'autant plus que ce qu'il y a de philosophique en elle, c'est l'image qu'elle offre de la relation entre le langage et le monde, relation qui ne peut pas être représentée dans le langage, dont la théorie traite. Ce langage est, d'après Wittgenstein, celui de la totalité de la science de la nature. Or, la philosophie ne fait en aucune façon partie de celle-ci. Elle ne reflète aucun fait parce que dans le monde, il n'existe pas de fait philosophique, et par conséquent, ses propositions ne sont pas liées au monde de la même manière que le sont les propositions de la science. Elles ne décrivent aucune partie du monde, donc pas non plus de partie particulièrement mystérieuse. Dans le langage tel qu'il est défini par le Tractatus, il n'y a pas de place pour les propositions du Tractatus lui-même. En fait, par rapport à ce langage et par rapport à la totalité de la science de la nature, les propositions philosophiques sont insondables. On ne saurait les remplacer par des propositions formulées dans le langage en question. Par conséquent, relativement à ce langage, les propositions de la philosophie ne peuvent être énoncées en sorte que nous devons rester silencieux. Ce sont des propositions indicibles. Si nous disposions uniquement du langage défini par le Tractatus, nous serions certes capables de représenter la totalité de la réalité, mais nous ne saurions la représenter comme totalité. Pour cela, nous devrions nous situer dans un lieu extérieur au langage, lieu à partir duquel nous parlerions alors au sujet du langage et du monde.
La proposition telle que l'a définie le Tractatus nous permet seulement de parler à propos du monde, mais non pas comme monde. La représentation de la réalité dans des cultures ne possédant pas du tout de philosophie ressemble donc en quelque sorte au langage du Tractatus, purgé sans doute de sa sémantique quelque peu loufoque. Les membres d'une telle culture pourraient certainement produire des représentations du monde et disposer jusqu'à un certain degré d'une science de la nature. Mais ils ne pourraient avoir de philosophie, puisqu'à cette fin, il faut d'abord que la réalité soit mise à distance, et donc qu'un fossé se creuse entre elle et autre chose, contrastant de manière globale avec elle. Il est curieux de constater que si aucune culture n'est totalement privée d'un équivalent de notre science, la philosophie en revanche ne s'est développée qu'à 2 reprises dans l'histoire du monde, une fois en Inde et une fois en Grèce, à l'intérieur de 2 civilisations qui étaient obsédées par l'opposition entre l'apparence et la réalité. Cela fait déjà un certain temps que je soutiens l'idée qu'au fond la philosophie s'occupe de ce que, de manière métaphorique, j'appelle l'espace entre le langage et le monde. La métaphore veut souligner le fait suivant: les mots font sans conteste partie du monde, puisqu'ils sont prononcés par des personnes à des moments et des endroits spécifiques, qu'ils ont des causes et certainement aussi des effets, et qu'ils constituent le sujet de différentes sciences d'ordre linguistique. Et pourtant, ils peuvent être considérés comme extérieurs au monde, cela dans la mesure où le monde, et eux-mêmes en tant qu'on considère leur manière d'être intramondaine, peut être représenté, bien ou mal, par eux, et que c'est lui qui les rend vrais ou faux lorsqu'ils sont employés selon une visée représentationnelle. Considérés comme possédant des propriétés représentationnelles, et donc comme étant soumis à une identification sémantique, les mots, qui sont toujours à propos de quelque chose, s'opposent aux choses, et les représentations, qui sont toujours des représentations de quelque chose, à la réalité, celle-ci étant logiquement hors de portée de toute évaluation sémantique, puisqu'elle est, comme les choses, dépourvue de tout caractère représentationnel. Les relations ou ensemble de relations que les objets entretiennent avec les représentations sont très différentes de celles qui les lient entre eux, de même que les mots ont entre eux des relations tout à fait différentes de celles qu'ils ont avec les objets. Ce n'est pas en tant que trace d'encre qu'une proposition en implique une autre. Il existe donc une classe verbale spécifique qui est celle de notre vocabulaire sémantique, avec des termes et expressions comme inférence, dénotation, satisfaire à, exemplification, et ainsi de suite. Il y a une autre classe dont les termes servent à enregistrer le succès ou l'échec d'une liaison sémantique, telle vrai, il existe, vide, et beaucoup d'autres accompagnés de leur antonyme approprié. Ma thèse a été que l'analyse des concepts philosophiques et uniquement de ceux-ci requiert la prise en compte d'un terme de chacune de ces 2 classes. Je ne cherche pas ici à la défendre ni même à la soutenir, et j'ajouterai seulement que ces notions sémantiques peuvent être étendues avec les modifications nécessaires au-delà de la classe des mots ou des propositions, à des vecteurs sémantiques de toutes sortes, à des images, des concepts, des idées, des gestes, des croyances, des sentiments, des peintures, des cartes ou des diagrammes, pour ne citer que quelques phénomènes pour lesquels on peut se poser tout naturellement la question de l'à propos d'eux. Face à 2 objets qui se ressemblent, par exemple 2 corbeaux, 2 billes ou 2 occurrences du même type propositionnel, on ne se demande généralement pas lequel des 2 est réel. Tout ce qui est vrai de l'un l'est également de l'autre. Et bien que d'après les théories leibniziennes, les 2 exemplaires doivent différer en un point ou un autre, et donc être dissemblables, justement en ce point-là, A ne sera pas plus différent que B ne l'est de A, et le problème de savoir lequel des 2 est réel ne se posera guère à leur propos. Mais il est possible d'imaginer que 2 choses soient aussi semblables l'une à l'autre, que chaque paire de notre exemple précède, et que pourtant la question de savoir laquelle est la chose réelle se pose. Supposons que nous ayons 2 billes et que la seconde soit la copie de la première. Qui, elle, serait l'original, la vraie bille, à l'exception de leurs histoires différentes et du fait que l'une des 2 appartient à l'histoire de l'autre? Il se peut qu'il n'y ait pas de moyen de le distinguer, donc pas de critères d'observation ou de comparaison permettant d'établir laquelle d'entre elles est réelle à laquelle ne l'est pas, et laquelle ne l'est pas. Chacune a un certain poids et est ronde. Chacune est liée à des causes et des effets, et ainsi de suite. Austin a écrit
L'artifice du métaphysicien consiste à demander est-ce une vraie table, alors qu'une table est le genre d'objet dont on voit mal comment il pourrait être factice, sans spécifier ou préciser en quoi il pourrait être fausse, de sorte qu'on est bien embarrassé pour prouver qu'il s'agit d'une vraie. Et il donne l'exemple très parlant d'un magicien qui demande à quelqu'un de s'assurer que le chapeau qu'il lui présente est bien un chapeau tout à fait ordinaire, ce qui nous décontenance et nous rend mal à l'aise, puisque nous n'avons pas la moindre idée de ce contre quoi il faut se prémunir. Ainsi donc, la deuxième bille a exactement le même aspect que la première, et il est tout à fait impossible d'établir grâce à l'examen épistémologique laquelle est la bille réelle et laquelle est la représentation, jusqu'au moment où nous nous rendons compte que le mot réel se pose ici au mot représentation. Or, dans notre exemple, rien ne nous indique quelle bille est quoi. Chacune tient lieu de celle à laquelle elle ressemble. Imaginons le cas d'un garçon profondément attaché à une bille blanche, bien précise, qu'il vient de perdre, à la suite de quoi il sombre dans une profonde mélancolie, jusqu'au jour où sa mère trouve une bille blanche qui, plutôt que de remplacer l'ancienne, la commémore. Elle est installée dans une vitrine spéciale, telle une relique, qui lui rappelle son trésor perdu. Il pourrait même s'agir de la bille qu'il a perdue. Comme les billes sont tout à fait identiques, il serait impossible de déterminer laquelle est vraie et laquelle est fausse. Mais en fait, le terme réel peut s'opposer encore à autre chose qu'au terme faux, au sens où on oppose un vrai billet à un faux billet. Réel s'oppose aussi à représentation, et il est parfaitement possible d'utiliser par exemple un vrai billot de boucher, comme dans l'œuvre célèbre du sculpteur américain George Segal, pour représenter un billot de boucher. Dans cet exemple, c'est l'artiste qui impose une fonction de représentation au billot de boucher, et par ailleurs, il ne se distingue en rien d'un vrai billot de boucher. Comment pourrait-il en être autrement, puisque c'en est un? Donc, lorsque réel est employé en opposition à représentation, on pourrait presque dire qu'il s'agit d'un prédicat sémantique inverse. Une chose est réelle dès lors qu'elle peut donner lieu à une représentation d'elle-même, de même que quelque chose est un porteur de nom lorsqu'on lui applique un nom. Austin fait ressortir cela admirablement dans un passage rarement noté. Toute communication présuppose l'existence d'un stock de symboles d'une sorte ou d'une autre. On peut les appeler les mots, bien qu'ils puissent bien entendu être très différents de ce que nous appelons normalement des mots. Il pourrait s'agir de fanions de signalisation. Il faut également qu'il existe quelque chose qui soit différent des mots, et à propos de quoi les mots servent comme moyen de communication. On pourrait l'appeler le monde. Il n'y a pas de raison pour que le monde n'inclue pas aussi les mots. Ceci de toutes les manières possibles, sauf celle de l'énoncé actuel qu'on est en train de faire à propos du monde, en une occasion donnée. De toutes les manières possibles implique évidemment que les mots peuvent posséder toutes les propriétés des entités du monde, sauf qu'ils sont à propos de lui et que lui est ce à propos de quoi ils sont, l'à propos d'eux étant la propriété de différenciation cruciale, et cette propriété difficilement observable. Swift avait conçu l'idée d'un langage dont les éléments seraient des répliques des objets auxquels on voulait référer, chaque personne portant un sac plein de ces répliques. Si l'on néglige tout aspect pratique, il est évident qu'il aurait pu s'agir tout aussi bien de duplicats, auquel cas on n'aurait aucun critère pour distinguer le signe de sa signification, à l'exception de la relation non perceptible entre désignation et désigné. Keane a dit plein de malice. Être réel, c'est être à la valeur d'une variable liée. Être réel, c'est tout simplement vérifier une fonction sémantique, mais non pas en tant que vecteur sémantique. Le fait que dans l'expression e de x, x est un mot, ce qui satisfait la fonction, donc ce qui est la valeur de la variable, soit un mot complique certes le problème, mais ne le change pas. Le monde est constitué des choses, mais certaines d'entre elles, celles auxquelles Austin pense dans sa généralisation de la notion de mot, se situent également en dehors du monde, en ce sens que le monde est ce à propos de quoi elles sont vraies. Il n'y a pas de raison pour que dans la totalité de la science de la nature de Wittgenstein ne se trouvent pas enregistrés aussi des faits linguistiques, des faits concernant le langage. Ces faits jouiraient donc d'un double statut, se situant en même temps à l'intérieur et à l'extérieur du monde, faisant partie de la réalité d'un côté, de la représentation de l'autre.
Selon la vision de Berkeley, tout est représentation, le monde étant en fait le langage divin visible. D'après les matérialistes, au contraire, tout est réel, la représentationnalité n'étant pas une propriété sérieuse ou fondamentale du monde. L'idée que je voudrais proposer en me fondant sur ces remarques extrêmement schématiques et vulnérables à la critique, c'est que du point de vue de leur statut logique, on peut comparer les œuvres d'art aux mots du langage. Ceci dans la mesure où, bien qu'elles aient des répliques qui sont de simples objets réels, elles sont à propos de quelque chose, c'est-à-dire que la question de savoir à propos de quoi elles sont est une question légitime. Les œuvres d'art en tant que classe s'opposent aux choses réelles exactement de la même manière que les mots, même si par ailleurs elles sont réelles, de toutes les autres manières possibles, comme elles se situent à la même distance philosophique de la réalité que les mots, et que par conséquent elles positionnent celui qui les voit comme œuvres d'art à une distance comparable, comme par ailleurs cette distance couvre l'espace dans lequel les philosophes ont depuis toujours travaillé. Il est tout à fait normal que l'art ait une pertinence philosophique. En Grèce, l'art mimétique conscient de lui-même prit naissance en même temps que la philosophie, un peu comme si cette dernière avait trouvé en lui un paradigme pour l'ensemble des problèmes auxquels la métaphysique entend répondre. La théorie antique a le grand mérite d'avoir compris la relation qui se tisse entre l'art et la réalité, son unique erreur ou étroitesse d'esprit ayant résidé dans le fait de limiter la représentation aux structures mimétiques. C'est à cause de cela que la théorie représentationnelle de l'art fut incapable de rendre raison des œuvres d'art qui, tout en ayant des propriétés représentationnelles, étaient de manière évidente non mimétiques. Mais il n'y a là aucune raison d'être condescendant. Le pouvoir ensorcelant de la mimésis est tel que même un penseur aussi moderne que Wittgenstein était d'avis que, pour que le langage pût représenter le monde, il devait le dépeindre au sens littéral du terme. Pour donner une cohérence à cette conception, il a été obligé de repenser le monde et de le concevoir comme un ensemble de faits, lui prêtant ainsi une structure virtuellement propositionnelle prête à être reflétée par les icônes propositionnelles. Et comme le langage ainsi conçu était un langage idéalisé et que la forme logique de ces phrases était sans équivoque, la question de savoir comment le langage naturel était apte à représenter le monde restait entière. Et il est possible d'interpréter les œuvres tardives de Wittgenstein comme répondant à cette question par la théorie selon laquelle le langage naturel ne représente nullement la réalité qu'il possède des usages, mais pas de signification descriptive. C'est comme si Wittgenstein n'avait jamais abandonné la théorie picturale de la représentation et que celle-ci continue à fonctionner comme modèle impossible. L'incapacité du langage naturel à s'y conformer impliquant la nécessité de se demander quel autre rapport il pourrait bien entretenir avec le monde.